Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 20, identifier et connaître ses forces. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Déjà 8 ans fichtre. On remercie à nouveau, comme toutes les fins de saison, pour votre suivi, votre fidélité, vos commentaires, vos questions et votre enthousiasme global sur le podcast. Ça nous fait toujours très plaisir. Comme d'habitude, on vous bassine pas avec ça, mais si le podcast vous est utile et que vous avez envie de l'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur votre agrégateur de podcast favori. Si vous ne l'aimez pas, eh bien, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà, ça nous va aussi. Sur ce dernier épisode, on va parler donc d'une question qui revient assez régulièrement sur le fait d'identifier, connaître ses forces, éventuellement dans le but de capitaliser dessus et de les développer, et aussi éventuellement, du coup, de travailler le reste. Estelle, je crois que c'est une question qui te revient fréquemment en salon, et quand on en a parlé, tu étais hyper enthousiaste à l'idée de qu'on aborde ce sujet-là. Il y a un certain nombre de compétences de base dans l'écriture, très vastes, dont on parle de loin en loin, le dialogue, la description, le rythme, la caractérisation, qui sont un peu des choses qui forment un peu le socle commun de l'écriture. Mais globalement, comment on se cerne finalement, puisque on a le nez sur son texte, comment on se cerne, comment on se développe, comment on capitalise? Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour arriver à acquérir ce recul, identifier ses forces et les connaître? Moi, donc, oui, c'est une question qui revient dans des discussions que j'ai pas mal avec notamment des jeunes auteurs et qui va même au-delà de simplement identifier ses forces. C'est déjà, on a aujourd'hui quelque chose qui se développe et qui est très très cool. On a de plus en plus donc de jeunes auteurs qui se font bêta-lire, qui bossent en groupe, qui n'ont pas de souci à se corriger. Au contraire, enfin, on a ça. Vraiment, on a des jeunes auteurs qui sont super ouverts à la correction. Et je pense que notamment en imaginaire, l'auteur façon mon sang se coagule si on en change une virgule, il est quand même maintenant plutôt minoritaire. Et c'est bien, on a vraiment ça, des auteurs ouverts à la correction. Donc ça, c'est cool. Mais par moments, limite, ils sont tellement ouverts à la correction qu'ils se rendent même pas compte des forces qu'ils ont, de ce sur quoi ils peuvent effectivement s'appuyer. Et on a aussi une culture, ce que je vois dans les études que j'ai faites, dans ce que je vois sur les réseaux, etc. On a une culture qui est limite de donc ça, vous devez le corriger, ça, vous devez le refaire, ça, c'est pas bien. Et encore une fois, c'est très bien de se corriger, mais à un moment, on risque, à force de se remettre en question, de se perdre aussi. Et je pense qu'on a eu quelques épisodes cette saison qui ont été centrés sur savoir qui on est, se connaître. Et se connaître, c'est savoir ce sur quoi on peut s'appuyer aussi, mine de rien. Et on a aussi souvent cette question qui revient de l'éditeur veut-il me transformer? Est-il un grand méchant qui veut me changer? Alors la réponse, c'est bien sûr non, on y a répondu plein de fois. Mais mine de rien, quand on est un jeune auteur et qu'on reçoit plein de retours d'éditeurs, et certains vont être très cash et très négatifs, sauf que ils vont peut-être pas vous correspondre. Et l'une des premières choses que j'ai dû apprendre à faire, je remercie beaucoup mon école de scénario pour ça, qui m'a fait prendre, je pense, pas mal d'avance par rapport à certains parcours plus, traditionnels, c'est savoir dans tous les retours qu'on va avoir sur nos textes, surtout au début, quelles sont les corrections qui vont nous correspondre et quels sont les endroits où on n'a pas envie d'aller. Et ce sur quoi on peut s'appuyer, ce qui sont nos forces, que d'autres vont pas sans doute considérer comme des forces, mais qui en gros sont ce que nous, on sait qu'on a envie de développer et où, mine de rien, oui, là-dedans, on est bon parce qu'on a envie de le faire. Ça veut pas dire que ça va plaire à tout le monde, mais nous, c'est ça qu'on a envie de faire. Et effectivement, on commence à bien savoir le faire et à être bon là-dedans. Et avoir aussi une vision positive par moment de notre écriture, parce que à force de correction, à force de retours éditoriaux qui nous correspondent pas forcément, au début, on peut être paumé et on peut se perdre soi-même. Donc voilà, connaître ses forces, c'est aussi commencer à savoir qui on est pour ne pas se perdre. Ça, c'est vraiment pour ça, quelque part, que je trouvais que cette question était intéressante. Et pour savoir que oui, on a des forces en tant qu'auteur. Et donc pour ça, pour moi, les 2 points un peu qui peuvent permettre de les cerner, c'est, mine de rien, les retours de bêta-lecteurs qui nous correspondent, qui savent dans quelle direction on veut aller, qui veulent aller dans les mêmes directions que nous, et qui vont nous dire, là, oui, ce truc, quand même, tu maîtrises, tu peux t'appuyer dessus. Les retours d'éditeurs qui nous correspondent ensuite, quand on a la chance de trouver des éditeurs qui nous correspondent,
Mais petit spoiler, c'est pas forcément les premiers éditeurs que vous aurez, parce que les premiers éditeurs, même vous savez pas trop qui vous êtes. Donc voilà, quand vous avez des éditeurs avec qui vous avez envie de travailler, ou même ils vont faire des retours en disant là c'est pas pour moi, mais t'as déjà ça et ça et ça, sur quoi tu peux t'appuyer. Et ça, j'ai vu des éditeurs qui l'ont fait aussi, qui l'ont fait pour des amis, et c'est super important. Et donc de faire un peu sa petite pelote de ça je le fais bien, ça je peux m'appuyer dessus, ça je le fais pas mal. Et partir de ça pour justement après s'attaquer aux difficultés. Mais en sachant qu'on a des bases solides sur tel ou tel ou tel truc. Sachant aussi que par exemple, donc dans l'écriture, ça peut être si tout le monde vous dit qu'au bout d'un moment vous maîtrisez les ambiances, les atmosphères, c'est super cool. Profitez de ça comme base pour vos romans. Si au contraire, quand même vos personnages, c'est ce qui va accrocher d'abord vos lecteurs, développez-le aussi, parce que c'est pas parce que c'est une force qu'on peut pas le développer, qu'on peut pas travailler dessus. Au contraire, développez-le parce que ça va donner aussi votre personnalité, votre originalité à vos romans. Et parfois, je vois des jeunes auteurs qui vont prendre un temps énorme à développer des trucs ou à essayer de travailler sur leurs faiblesses. C'est très bien. Développer des trucs qui sont pas eux finalement et qui vont un peu perdre ce qui fait leur originalité et ce qui fait ce pourquoi on s'est intéressé à leur texte au départ. Donc voilà, quand tout le monde vous dit oui dans vos textes, quand même ça c'est super intéressant et que c'est quelque chose qui vous touche, ayez pas honte de le développer, quoi. C'est bien aussi d'avoir des forces, c'est bien d'avoir des qualités, c'est bien de s'appuyer dessus. Et c'est ça qui va faire votre originalité et ce que vous allez un petit peu défendre contre vents et marées et contre galères éditoriales. Donc voilà, cernez ça, demandez-vous aussi ce que vous voulez défendre. Mine de rien, cernez aussi ce que vous faites de bien dans vos méthodes de travail et ce qui vous avantage en écriture. Parce que pareil, je vois beaucoup de jeunes auteurs qui se culpabilisent sur, par exemple, moi je suis passée par là aussi, oui mais moi, quand j'ai des journées entières pour écrire, j'arrive pas à travailler à des horaires de bureau. Oui mais qu'est-ce que tu arrives à faire de bien pendant ces journées-là? Par contre, je m'immerge complètement dans mon texte. Et ça c'est génial. Profite du fait que tu sais t'immerger dans un texte, que tu le fais naturellement, et peut-être, après tout, si tu arrives à écrire et à faire avancer ton roman, te mets pas martel en tête sur le fait que t'es pas en train de travailler dessus de 8h30 à 11h30, quoi. Ou de 8h30 à 12h30, ou j'en sais rien, quels que soient les horaires que tu veux te donner. Voilà, c'est vraiment regarder aussi ce que vous savez faire déjà. Et après, ça peut tellement vous aider comme base de départ pour corriger vos difficultés plus tard. Alors, je suis d'accord à 200% avec tout ce que tu as dit. Je pourrais rebondir sur chaque point. Ça recoupe entièrement ce que je pense sur le sujet. Sur la question des forces, moi j'avais noté la notion de plaisir qui rejoint effectivement ce que tu disais. Quand on a plaisir à quelque chose, quand on s'enthousiasme pour un aspect, c'est souvent là qu'on va être le plus fort. C'est souvent là que cet enthousiasme, on va réussir à le transmettre. Et c'est souvent sur ça qu'il faut travailler plutôt que et je pense qu'on a beaucoup insisté sur ça depuis le début du podcast, essayer de faire comme tout le monde, essayer de faire ça parce que les autres le font ou non, sentir vraiment l'endroit où soit on a envie d'aller, on est motivé, on est à fond. Bon, alors ça veut pas dire qu'on réussit à tous les coups, mais c'est souvent là qu'on a quelque chose à développer. Et l'autre chose que j'avais notée, c'est effectivement par rapport au regard extérieur. À titre personnel, je me suis demandé comment j'ai identifié mes propres forces dans l'écriture. Tout simplement parce que j'ai été surprise par les retours des bêta-lecteurs de mes premières nouvelles. Il y a des choses qui ressortaient que j'attendais pas. Par exemple, on m'a parlé d'intensité des émotions, alors que moi j'avais l'impression que ok, j'essaie de mettre de l'émotion, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Et ce décalage entre ce que je pensais avoir mis et ce qui m'a été renvoyé était super intéressant. C'était pas un décalage qui était une erreur quelque part. C'est pas comme si je disais j'ai voulu faire un effet comique et qu'on me répond c'est vachement triste. C'est tiens, j'aimerais bien faire passer des émotions, mais bon, ça a peut-être passé un peu, mais je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Et la personne me répond waouh, il y avait vachement d'émotions dedans. Et les bêta-lecteurs servent à ça aussi pour moi. Quand on a ça qui revient une fois, 2 fois, 3 fois de personnes différentes, au bout d'un moment on se dit c'est intéressant, je pensais pas que j'avais forcément une force à cet endroit-là, mais il semblerait que j'arrive à produire cet effet-là de manière assez forte. On ne le sait pas toujours ces forces. Il y a beaucoup de jeunes auteurs, et moi la première, qui se flagellent en disant oui bon, à la fois je suis persuadée que je viens de faire le meilleur truc du monde, mais la seconde d'après je me dis non mais j'ai pas encore l'expérience. Et le premier texte qui a été accepté et que j'ai placé, j'ai été un peu sidérée par les réponses des personnes qui l'ont accepté. Parce que moi, j'étais persuadée que voilà, je vous envoie ça, mais en fait, je suis pas encore tout à fait au point dans ma démarche d'écriture et peut-être que dans 5 ou 10 ans, je serai bonne. Et on m'a retiré que non, en fait, ce texte, il est super fort tel quel. Donc pour moi, le regard extérieur est hyper important. Et c'est intéressant parce qu'Estelle parlait beaucoup du regard extérieur en tant que critique. Et moi, j'ai beaucoup souvenir à mes débuts
du regard extérieur en tant qu'encouragement. C'est l'extérieur qui m'a appris ce que je savais faire. Toute seule, je pouvais avoir des envies, mais je ne savais pas que ça marchait. Complètement, c'est aussi par moments, notamment quand on est une femme et qu'on ne nous apprend pas forcément à avoir confiance en nous, on a tendance à juger plus durement nos textes que le regard extérieur. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que certes, on travaille de nos mieux nos textes avant de les envoyer à un éditeur, mais de toute manière, ils vont toujours avoir quelque chose d'imparfait. Et par moments, ce qui va toucher les gens aussi, je sais pas pour vous, mais moi, je préfère lire un livre qui est imparfait, mais qui a vraiment une voix, qui a vraiment une personnalité, etc., qu'un livre où tout est bien carré et tout, où il n'y a rien qui dépasse, mais qui finalement me dit pas grand-chose, en fait. Donc de se dire aussi que c'est ça qui est important dans notre écriture. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler le reste, mais que quand même notre personnalité, voilà, c'est ça que va chercher le lecteur, et pas une perfection qui est inatteignable. Et le deuxième truc, très vite, sur lequel je voulais rebondir dans ce qu'a dit Mélanie, c'est la notion de plaisir d'écriture, parce que quand même, on est aussi dans une culture qui, pareil, a beaucoup... qui a souvent en tout cas une vision très doloriste de l'artiste et où pour être un artiste il faut souffrir et tout. Alors encore une fois, il faut travailler, oui, il faut se remettre en question, oui, mais par contre chercher la souffrance pour la souffrance, par moment, comme le dit Mélanie, quand on prend du plaisir à écrire, quand on a une scène qui coule bien et tout, et on va avoir des bons retours de bêta-lecteurs, et quand on s'amuse à écrire un texte, en face ça se sent. Absolument. L'envie, la curiosité, c'est finalement ce qui nourrit la personnalité. On l'a effectivement dit de loin en loin dans cette saison et on le dit depuis longtemps en quoi la personnalité, c'est là que s'enracine l'originalité et que plus on est personnel, plus on est universel. L'originalité avec tous les caveats qu'on a dit sur l'épisode, sur l'originalité auquel on vous renvoie, on va avoir tendance à travailler ce qu'on aime. Alors, comme tu dis, Estelle, ça ne veut pas forcément dire que ça va être fun tous les jours. Il y a des fois, il y a des trucs à bosser, et puis les relectures, des fois, ça peut être un peu frustrant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe de plaisir. Et le fait, je veux dire, on a toutes et tous, je pense, discuté avec des éditeurs qui nous ont dit à un moment, j'ai reçu un texte, c'est loin d'être parfait, mais waouh, il y a quelque chose. Et on le serine de loin en loin, les éditeurs et éditrices veulent pas des textes lisses. Ils veulent des textes qui ont quelque chose. Ils veulent une personnalité et un truc qui est mal fichu, mais qui a une espèce de sincérité, va dire 1000 fois plus de choses qu'une espèce de perfection technique lisse. Et ça n'intéresse pas, ça, en fait. Et si vous regardez aussi dans les textes que vous lisez, les textes que vous avez aimés en général, ils ont justement ce parti pris fort. Pour prolonger ce que vous disiez aussi sur la bêta lecture, on en parle de loin en loin, mais encore plus que recevoir les commentaires, je trouve encore plus formateur quelque part d'en faire. Toujours dans cette idée de conscientiser ce qu'on a envie de voir ou de ne pas voir et la capacité du coup d'arriver à l'expliquer et de comprendre pourquoi ça marche ou ne marche pas. C'est quelque chose qu'on importe énormément dans son travail après et ça permet également de se dire et sans évidemment faire nanana, moi j'ai rien à faire tel truc. On n'est évidemment pas dans des enfantillages comme ça, de se dire le voisin il fait ça vachement bien, mais en fait le voisin tel truc, moi peut-être que je le fais un peu mieux. Et c'est pas une question de comparaison, ne tomber évidemment pas dans la comparaison de se dire ah oui mais moi j'arrive pas à faire ce que l'autre il fait. Non, on n'est pas là-dedans. Chacun il a son jardin. C'est pas une compétition de jardinage. Vous pouvez me citer là-dessus si vous voulez, mais ne le faites pas. Connaître ses forces, c'est aussi également se situer et sans jalousie, sans envie ni rien. C'est de se dire, ça, peut-être que, je gère plutôt pas mal. Et en plus, ça tombe bien parce que ça m'amuse. Et la bêta lecture et la lecture, évidemment, encore tarte à la crème, lisez, bien sûr. Exposez-vous au vaste monde. Je pense des fois, d'ailleurs, hot take, que parmi certaines qui disent ah non, moi qui veulent pas lire en écrivant, il y a peut-être cette crainte justement de se dire que ils font des trucs moins bien. Mais on fait tous des trucs moins bien que les voisins. Lisez et ouvrez-vous. Et en faisant ça, ça permet justement de se placer, encore une fois, sans jalousie ni envie ni rien. Mais de se placer, c'est aussi savoir ce qu'on a envie de faire. Et c'est très bien. Oui, et puis de savoir aussi ce qu'on gagne, par exemple, quand on gagne de l'expérience, de dire tiens, maintenant, par exemple, mettre en place des structures d'histoire, j'y arrive plus rapidement qu'à mes débuts. Et quand même, par moment, l'écriture, c'est long, ça peut être un peu déprimant, faut tenir au long cours et c'est pas facile. Et de voir un peu les étapes de notre écriture, pareil, ça aide. Et puis, mine de rien, ça vous fait gagner du temps parce que si tous vos regards généraux vous disent maintenant, quand même, tes structures d'histoire, avant, je te les corrigeais 20 fois, et maintenant ça tourne beaucoup mieux, youpi quoi, mettez votre énergie sur les points où vraiment faut corriger des trucs. Et c'est une attitude aussi que je vois vis-à-vis des compliments entre guillemets, pareil chez des jeunes mais même des moins jeunes auteurs,
quand un éditeur, un bêta-lecteur, un groupe d'écriture vous dit « Non, mais ça, vraiment, tu gères », en fait, c'est pas un compliment pour être gentil. Surtout quand c'est un éditeur, en général, il a quand même autre chose à faire de son temps, ou quand c'est des bêta-lecteurs un peu méchants, pareil. Quand ils disent « Ah, mais ça, vraiment, tu gères », bah, c'est aussi, pour mine de rien, vous donner une clé pour dire là-dessus, pareil, vous pouvez vous appuyer là, et peut-être aussi, à partir de ça, vous allez pousser plus loin votre texte. Par exemple, bah, là, maintenant, les structures d'histoire de base, vraiment, tu les gères, et ben maintenant, tu peux peut-être passer à des structures plus complexes, plus compliquées que tu n'arrivais pas à gérer avant. Et comme ça, au lieu de retravailler toujours la même chose, vous pouvez partir plus loin aussi. Eh ben, il nous reste à vous remercier à nouveau pour votre fidélité au long cours. 8 ans déjà. Le podcast a l'âge de raison et on n'en était même pas rendu compte. Évidemment, on vous donne rendez-vous le 15 septembre parce qu'on va rempiler pour une saison 9. On est en train d'organiser des trucs qui devraient être sympathiques. Petite citation pour terminer. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Marc Aurèle. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis toute cette saison, merci de nous suivre. Et maintenant, assez procrastiné, allez écrire et à dans 2 mois.